séance de dédicace pour continuer à parler en tête-à-tête avec Philippe sur les questions que vous avez. Vas-y, Pierre. S'il vous plaît, que vous auriez dû laisser finir le générique parce qu'il y avait une chanson. Il est interminable, mais elle est super cette chanson. Je sais bien, mais comme on doit partir dans 20 minutes et on a plein de choses, Philippe vient de loin, il vient de Milan pour passer la soirée avec vous. Donc, de plus loin, je viens de Naples en plus, donc c'est encore plus loin. Exactement. Moi, Philippe, j'aimerais que tu nous racontes un peu l'histoire de la fierté qu'on a. Est-ce qu'il y a une fierté qu'on a quand un metteur en scène dit j'ai envie d'adapter le livre? Est-ce qu'on a une fierté? Est-ce qu'on a aussi peur, une appréhension? Comment ces écrits vont être traduits par un autre art finalement? Alors j'imagine qu'il y a plusieurs réactions possibles. Pour moi, c'est... ouvert le micro. Ah, pardon. Allô? Oui, c'est bon. J'imagine qu'il y a plusieurs réactions possibles, mais pour moi, c'était pas de la fierté, c'était un immense contentement. Alors j'avais eu la chance qu'il y ait 2 ou 3 réalisateurs qui voulaient faire le film, dont le fils de Louis Becker, le fils Becker, qui voulait aussi, qui était prêt vraiment à faire quelque chose, mais de plus commercial encore. Et on a trouvé que Luca Belvaux était celui qui présentait le plus de gages de faisabilité, en quelque sorte. C'était important aussi dans notre choix. Et puis, dont l'univers se rapprochait le plus du mien aussi. Alors oui, c'est un grand contentement, une fierté peut-être aussi. Une peur aussi? Non, parce que moi je considère que c'est une œuvre sur une œuvre en fait. Et ça ne m'appartient pas du tout. Même si... contractuellement parlant, je suis lié à ce film, évidemment, parce que je signe un contrat, et puis le réalisateur est obligé, en fait, de me proposer de travailler avec lui. Et moi, j'ai pas accepté de faire la réécriture du scénario, parce que je me suis dit, je vais lui dézinguer son travail. En fait, c'est un tout autre travail d'écriture. En fait, c'est un exploit qu'a réalisé Luca Belvaux. Pour ceux qui ont lu le texte, c'est un texte sans dialogue, en fait. Aucun dialogue, c'est que de l'analyse, c'est un roman d'analyse de sentiments. Et le script cinématographique, c'est précisément tout le contraire, en fait. C'est vraiment une ouverture très descriptive avec des dialogues. Et donc, je voulais pas lui saboter le travail, voilà, je vais laisser faire. Oui, parce qu'on a un peu une voix dans le livre, c'est celle de Clément, et Luca Belvaux a voulu donner une voix à chacun des personnages, donc ça fait un film un peu différent. Ça change un peu les personnages aussi. On a une actrice, on a une Jennifer qui est plus intelligente peut-être, et un personnage masculin qui est peut-être moins cynique. Alors oui, je sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que Belvaux est complètement fidèle au texte que j'ai écrit. C'est-à-dire que chronologiquement parlant, au niveau de l'histoire, il la reprend telle qu'elle. Vraiment telle qu'elle. D'abord, il y a un respect et une fidélité contractuelle, là encore. C'est-à-dire qu'il est obligé, parce qu'il paye pour cela, il est même obligé de respecter l'histoire, sinon on ne l'accepterait pas. Donc il y a cette fidélité-là qui est obligatoire. Et donc, il reprend exactement, même parfois pour toutes les scènes de karaoké, moi je ne fais que les mentionner dedans. Lui, il les creuse, il les approfondit, il les illustre. Donc il y a une sorte de supplémentation en fait, d'écriture qui est tout à fait intéressante. Mais il raconte la même histoire, mais d'un point de vue différent. Moi je la raconte depuis le professeur qui regarde Jennifer. Donc avec une brutalité sociologique, j'allais dire, différente. Et lui, il a choisi de faire une comédie sociale, et donc en allant vers plus de légèreté, et il raconte de façon plutôt neutre, enfin entre les deux, mais plutôt vers Jennifer. Et donc finalement, en racontant la même histoire, sous un angle différent, c'est ne pas raconter la même histoire. D'une certaine façon, il est fidèle à mon histoire, mais en même temps, il y est complètement infidèle. Alors, vous pensez quoi? Vous pensez que c'était effectivement une image d'avoir une comédie plus romantique que le livre, ou c'était aussi finalement la version d'un individu qui est différent sur une histoire? On n'a pas le même vécu, vous n'avez pas le même vécu que Luca Belvaux. Est-ce que donc on a un regard différent sur les personnages de ce livre? Oui, enfin, là il faudrait lui poser la question en tout cas. Oui, c'est assez étonnant, c'est pour ça qu'en fait je l'ai laissé complètement travailler, parce que c'est vraiment un autre travail qu'il a fait.
Et moi, j'aurais fait complètement autrement, d'ailleurs. Si j'avais dû adapter mon livre, j'aurais fait quelque chose de très chiant, en fait, avec des voix off, des choses qui ne se font plus du tout, mais qui aurait fait passer les analyses qu'il y a dedans. En fait, il se passe de toutes les analyses, il ne fait qu'illustrer à chaque fois. Et donc, c'est vraiment une toute autre écriture. Après, il ne porte pas de jugement, même sur le professeur, il ne porte pas vraiment de jugement, il reste finalement assez neutre, même si évidemment il fait tout pour qu'on prenne le parti de Jennifer. À la fin, si je vous posais tous la question, vous allez me dire ouais, Jennifer, elle est super, etc. Et puis lui, il est détestable. Donc c'est aussi comme ça, il en faut un pour valoriser l'autre et inversement. Bon, il y a un peu moins détestable dans le film que dans le livre. Oui, évidemment, évidemment. Peut-être un mot sur Émilie Dequesne, est-ce que vous l'avez rencontrée Oui, alors je dois vous dire déjà que c'était... j'ai eu ma petite larme tout à l'heure. Hein. J'ai vraiment... C'était très émouvant. C'est la première fois que je revois le film en entier depuis sa disparition. Et bon, c'est quand même quelque chose. Émilie Dequesne, bon, je ne vais pas vous faire le résumé de sa vie, enfin, de son parcours... ça fait partie des acteurs et des actrices que j'ai jamais vu mauvais en fait. Elle est toujours à un excellent niveau. C'est assez. Vous prenez n'importe quel film, elle est impeccable. J'ai aussi le souvenir d'un film de Joachim Lafosse, j'ai oublié le titre, où c'est un matricide. Enfin, c'est une femme qui tue son enfant. Je sais plus, c'est inspiré d'un fait divers. Et elle, après avoir tué son enfant, elle repart en voiture. Elle chante du Julien Clerc. C'est terrible et en même temps très fort. Et là, évidemment, I Will Survive, c'est quand on connaît son histoire, c'est d'une tristesse infinie et d'une beauté en même temps. Oui, j'ai eu cette chance. Alors j'ai une petite anecdote avec elle. Alors, grâce à Lucas Bellevaux, il m'a permis d'accéder à toutes les coulisses du film déjà, à assister à toutes les étapes du film, du montage, des tournages. Enfin, c'est exceptionnel parce que normalement, les réalisateurs tiennent l'écrivain à l'écart pour ne pas qu'il mette son petit grain de sel dedans. Et moi, j'étais un bon élève pour le coup. Je suis resté à l'écart et j'ai regardé tout ça. Et puis, évidemment, j'ai rencontré plusieurs fois Émilie Dequesne. Et j'ai le souvenir de cette scène quand elle lui dit, ça se passe à Arras dans son appartement, où elle dit... ouais, j'ai tout là à disposition, j'ai le supermarché, j'ai la salle de gym, que demande le peuple. Et moi j'ai assisté à cette scène-là, une de ces scènes-là notamment, et j'ai le souvenir qu'avant cette scène, je parlais avec Émilie, on a parlé pendant 1 heure tranquillement de tout, de rien, de sa vie, etc. Et Lucas Bellevaux l'a appelé pour aller tourner. Il est allé comme ça, sans préparation, sans rien. Exceptionnel, une prise, au revoir. C'est assez incroyable, en fait c'est une actrice d'instinct. Et qui, alors évidemment, elle connaissait parfaitement son texte, mais c'est assez sidérant quand on pense que la plupart des autres acteurs étaient en train de relire 1000 fois, et c'est ce qu'on aurait tous fait sans doute, une capacité incroyable à crever l'écran, à être naturel, en fait. C'est assez... Ouais, c'est ce qui m'a vraiment frappé, quoi. Alors, je trouve que le casting est très bon de toute façon, et il y a la scène avec Philippe Villain. C'est quoi cette scène? C'est Lucas Bellevaux. Oui, c'est Lucas Bellevaux qui a eu cette lubie-là de me mettre dedans, de me faire jouer. Alors en plus, moi qui ne suis pas du tout mondain, qui vraiment fréquente très très peu les soirées, vraiment, et il me fait passer pour un écrivain qui... et de Saint-Germain-des-Prés, avec Manuel Carcassonne, c'est l'éditeur, donc c'est un vrai éditeur, et puis la jeune femme brune que l'on voit, c'est Charline Bourgeois-Taquet, qui est devenue réalisatrice maintenant. Donc c'est marrant. Intéressant. Alors, donc on est là ce soir pour parler de Pas son genre, mais également du dernier Philippe Villain. On va en reparler, Mauvais élève, on va en reparler, mais... Alors moi, il faut que je raconte un peu l'histoire quand même, que quand j'ai lu Mauvais élève à sa sortie, j'ai adoré. J'avais lu Pas son genre, mais il y a très très longtemps. Et quand je l'ai relu il y a quelques jours pour analyser le livre et le film, là je suis tombée sur la scène du carnaval, et je me suis dit, oh là 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 là. Mais finalement Philippe, il a écrit cette histoire, puisque dans Mauvais élève, il y a l'amant d'Annie Ernaux, que vous étiez en retrait, qu'Annie Ernaux ne présentait pas, lors des soirées mondaines notamment, et je me suis dit que finalement, Pas son genre, c'était le côté romancé de Philippe Villain qui allait s'exprimer 10 ans après.
C'est une lecture très fine, très brillante, et il y a même des universitaires qui vont écrire là-dessus. Donc sur ce point-là, c'est quand même assez incroyable, effectivement. Ce livre, Mauvais élève, en fait, reprend d'une certaine façon, enfin pour ceux qui connaissent un peu mon travail, reprend les différents livres que j'ai déjà pu écrire en apportant évidemment une explication supplémentaire, et cette fameuse scène, évidemment, du prof qui ne présente pas son amie, sa nouvelle fiancée. Eh bien, oui, ça fait écho au moment où Annie Ernaux ne me présentait pas. C'est quelque chose, évidemment, il n'y a rien de plus humiliant, en fait. On a tous vécu ça. Des deux côtés, d'ailleurs. Ça nous est tous arrivé de ne pas présenter quelqu'un, pas forcément une petite amie, mais quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, mais par petite gêne, ou je ne sais pas quoi. Et puis, ça nous est tous arrivé de ne pas être présenté aussi. Et c'est une expérience de mortification absolue, quoi, terrible, qui nous sidère complètement. Et c'est le moment, le point culminant du film où tout se renverse, où elle comprend finalement qu'elle n'est pas aimée, et finalement, ça lui donne le désir de changer complètement de vie aussi. C'est ça qui est aussi intéressant. Oui, alors ça, après, c'est à nous, à chacun, d'imaginer ce qui va se passer derrière. Mais... alors, dans le film, et ce qu'on ne trouve pas dans les livres, il y a ce côté pédagogue de Clément qui lit, qui apprend, qui veut faire évoluer un peu Jennifer. Vous pensez qu'on peut cultiver un adulte comme un jardin? Oui, alors, je pense pas qu'il continue d'être pédagogue en dehors de son métier, de sa profession. Mais il se trouve qu'il a envie de lui faire partager le plaisir du texte, tout simplement, et qu'il a envie de... Puisqu'elle dit elle-même qu'elle aime la lecture, qu'elle aime lire, il a surtout envie de lui faire lire des textes qui comptent pour lui, et des textes qui permettent de s'élever davantage, peut-être, de faire partager ses plus hautes lectures. Et on le voit, toutes les lectures qu'il dit, Zola, Balzac, etc., Baudelaire... Et c'est ça surtout, c'est que oui, peut-être qu'il a ce souci de pédagogue, de lui montrer une autre littérature, de la faire sortir un petit peu de ses lectures habituelles qui, à ses yeux, sont peut-être pas assez élevées, peut-être effectivement. Alors là, c'est vous encore. Évidemment, vous encore, évidemment. On le retrouve évidemment. dans Mauvais élève, puisque moi, il y a une remarque que vous faites, et j'ai vraiment enregistré parce que je la trouve passionnante. Vous dites oui, c'est bien de lire pour le plaisir, lisez ce que vous voulez, et tentez de lire des choses qui vous paraissent comme la prise de la Bastille, quoi, des choses qui vous paraissent impossibles à lire, parce que c'est ça qui vous élève. Et donc ça, c'est une vraie mission, je trouve, une vraie démarche. Et oui, Jennifer, c'est moi, en fait. Je vais vous demander si vous étiez, qui vous étiez. Je suis un peu les deux, évidemment. Je suis un peu les deux, puisque j'enseigne. Et puis j'ai écrit des textes sur les sentiments, l'analyse des sentiments, c'est aussi mon domaine, la philosophie, mais j'ai été aussi Jennifer, en fait. Et évidemment, j'écris à partir de là. Effectivement, il y a une littérature qu'on retrouve justement à la fois dans le livre Pas sans genre et dans Mauvais élève, une littérature qui permet de nous élever, et j'en suis vraiment la démonstration absolue, moi qui ai redoublé 2 fois au collège, qui était reversé dans un CAP, BEP comme Jennifer, c'est sans doute parce que je me suis mis, j'étais un non-lecteur, j'avais pas lu de roman avant 19 ans, vraiment, et je me suis mis à lire. Mais tout de suite, j'ai attaqué par de la littérature assez haute, en quelque sorte. Sartre, Marguerite Duras, Steinbeck, Kafka, tout de suite, c'est assez fou. Et évidemment, cette littérature-là vous porte vers le haut. Il n'y a pas d'histoire. Et contrairement à ce qu'on peut penser également, cette littérature-là n'est pas si difficile que ça à lire. Si vous lisez La lettre au père de Kafka, c'est très simple. Steinbeck, Des souris et des hommes, c'est très simple. Rien de plus simple même, et profond en même temps. Ce sont des textes que vous pouvez lire à tous les âges. Et depuis l'école primaire, mais depuis le collège jusqu'à la fac, parce qu'il y a même des doctorats dessus, ce sont des textes un peu qui permettent justement d'activer un niveau de compréhension à tous les... Et ça, c'est vraiment important. Donc il me semble qu'il y a une littérature, évidemment, qui vous élève
est très nourrissante intellectuellement. Et c'est à mon sens, hein, c'est vers celle-là qu'il faut aller. Alors, encore plus quand on écrit, ça c'est encore autre chose. Alors qu'il faut aller aussi, et c'est un message aussi pour les jeunes, il y a quelque chose de plus compliqué pour, peut-être comme un ascenseur social, finalement un livre c'est un ascenseur social, pour pouvoir demain peut-être briller en société, d'où qu'on vienne. Oui, alors c'est pas pour briller en société, mais c'est pour s'approfondir, c'est pour se rencontrer. Pour, évidemment, quand plus on lit de livres, et des livres importants, et tout de suite plus on est nourri intellectuellement et plus on peut comprendre, on est apte à comprendre les choses, les sociétés, le monde. Il n'y a vraiment pas de secret. Alors après, c'est pas forcément pour briller, ça serait vraiment très réducteur de penser ça, mais c'est surtout, enfin en tout cas, moi, j'ai été... Et je vous dis, hein, je ne lisais pas du tout. Je voulais faire joueur de foot, hein, vous voyez, j'ai raté ma carrière. Il y aurait un livre sur Maradona pour ceux qui... Et il y a un livre sur Maradona. Mais il y a une lecture, il y a une littérature, pardon, qui n'est pas seulement du divertissement, qui n'est pas là simplement pour vous faire assister de façon passive à une histoire comme ça, vous êtes bien, vous prenez du plaisir. Ça c'est très bien, hein, je ne veux pas nier cette littérature-là, ni cette lecture-là, elle est importante aussi. Lecture de plage, tranquille, on trouve... Mais on ne peut pas se contenter de ça, évidemment. Pour que la lecture serve vraiment, pour qu'elle ait vraiment un objectif et pour qu'elle soit importante dans votre vie, c'est comme une personne finalement. On rencontre un livre comme une personne qui va vous changer votre vie. Et on rencontre les livres, certains livres, à condition d'être prêt pour ça et d'avoir aussi un petit peu les instruments pour bien comprendre comment s'écrit l'histoire, ce qu'elle porte comme thème important. Et donc voilà, il y a forcément... Et tout ça, vous le trouvez dans certains livres plus que d'autres. Alors j'ai quand même beaucoup lu Philippe Villain, pas tout d'ailleurs, le premier je crois en rupture de stock toujours. Hein. Et pour moi, c'est le livre le plus important. C'est le livre le plus important parce qu'il porte des missions. Alors vous venez de les dire, hein, et la dernière, alors moi je la dirais un peu différemment. Je pense qu'un livre peut changer une vie, mais peut changer un destin. Je pense qu'ouvrir un livre peut changer un destin, et c'est ce que vous démontrez, du CAP à professeur ès-lettres de l'université à Naples. Est-ce que demain vous avez envie de militer, aller au-delà du livre et peut-être militer pour ça, aller dans les écoles, les plus jeunes, toucher ceux que vous étiez peut-être et leur montrer que oui, regardez ce que moi j'ai accompli, vous pouvez le faire? Oui, alors je le fais déjà depuis un bon nombre d'années. Déjà, d'ailleurs, je suis intervenu, et je vais revenir à Nice d'ailleurs, dans la politique culturelle qu'ils ont de comment ça s'appelle, lecture pour tous. On intervient dans les prisons, enfin un peu partout, pas dans un asile, mais dans bref, et dans les lycées, dans les collèges, à la fac aussi. Et donc, évidemment, le but, c'est d'évangéliser un peu les foules et d'essayer de les faire lire, même lorsque des publics ne sont pas toujours préparés à ça, ou n'ont pas du tout envie de lire. Mais évidemment, il y a ce que moi je peux porter, l'espoir que je peux porter, parce qu'évidemment, je viens de là, donc je suis aussi à même de pouvoir donner de l'espoir. Et en même temps, voilà, il faut que le public aussi aille à ma rencontre, d'une certaine façon. Enfin, ça ne peut pas se faire tout seul. On peut difficilement déclencher tout seul. Et donc, ça suppose aussi une disposition et être prêt aussi à faire un effort. Parce que lire, on ne le dit pas assez. Et c'est peut-être ça, en fait, qu'il faudrait corriger dans toutes les politiques qu'il y a. Il faut lire, le plaisir de lire et tout. Mais peut-être qu'il faut enlever le plaisir, finalement, pour le restituer, ou alors en changer la nature, plutôt. C'est-à-dire, la lecture, c'est d'abord de l'effort, en fait. Il faut en passer par cet effort-là, pour trouver un plaisir d'une autre nature, qui n'est pas le plaisir, je me suis diverti, ouais, c'était super. Non, le vrai plaisir, il est peut-être dans la satisfaction de la compréhension. Et ça demande un effort. En fait, autrement dit, il faut faire une lecture active et pas une lecture passive. Vous voyez, moi, j'adore, par exemple, j'ai plus la télé maintenant, je suis comme Clément, j'ai plus la télé, vraiment, j'ai pas eu longtemps, mais de temps en temps, je regarde quand même, parce que Match de foot.
Alors les meufs, ne me lancez pas là-dessus, parce que là, ça va. Mais par exemple, j'adore regarder Colombo, la série Les Colombiens. J'adore ça. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Alors j'en regarde 1, 2, 3, etc. J'adore ça, je les ai déjà vus, je sais comment ça va se terminer, etc. Je prends du plaisir. Un plaisir qui me dure 1 heure, 1 heure et demie. Juste après, j'ai déjà tout oublié. C'est un plaisir de moment, mais il m'en reste rien. En fait, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre qui me nourrit. J'ai un plaisir du moment. Alors, c'est la même chose pour les livres. On peut avoir un petit plaisir d'1 heure, 2 heures, c'est très bien. Mais voilà, et c'est là où il faut peut-être ne pas se tromper de livre. Enfin, ça dépend. Si juste vous avez le désir de vous distraire, très bien. Mais il y a aussi d'autres distractions dans la vie. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez voir des matchs de foot, venez me voir à Naples, au stade Maradona, c'est beaucoup mieux. Vous allez passer 1 heure et demie, vous allez voir, vous allez vraiment vous amuser, c'est beaucoup mieux. Alors Philippe, on a juste 2 minutes, on fait des grands signes. J'ai vu. Alors j'aimerais juste revenir sur ce livre quand même, parce que ce livre a fait les gros titres de la presse, notamment parce qu'on parle d'Annie Ernaux, et donc c'est ce qui a intéressé la presse, les médias, surtout une certaine presse. Moi, ce livre, c'est pas ce que j'en ai retenu. Pour moi, ce qui est important, c'est tout ce que vous venez de dire. Vous en avez voulu un peu à cette presse d'avoir remué tout ça, au lieu de mettre en avant les grandes idées que vous défendez? Oui, alors pour tout dire, je vais faire court, mais j'ai été assez déçu. Alors d'abord, il y a eu une couverture médiatique, je dis bien exceptionnelle. Ah oui. Chaque jour, j'avais quelque chose. Vraiment, Arte, un groupe, 10 minutes par Claude Askolovitch, ma tête en... c'était impressionnant. Pas seulement des articles, des portraits, c'était exceptionnel. Sur 2-3 mois, ça n'a pas arrêté, avec des sollicitations sans cesse, infinies. Et puis, j'ai été quand même déçu, c'est une grande violence, une grande brutalité, parce qu'évidemment, on n'est toujours pas interprété comme on le souhaiterait. Et alors, j'ai été, d'une certaine façon, récupéré par toute la presse de droite, pour instrumentaliser, pour critiquer Annie Ernaux. Or, mon propos, c'est pas de la critiquer, parce que je la défends même. Et puis, j'ai été censuré par la presse de gauche, ou très critiqué par la presse de gauche, qui n'a pas voulu voir dans cette ascension sociale quelque chose qui relèverait de l'espoir, etc. Et donc, j'ai été très déçu par ça. Vous avez compris, il faut lire les livres de Philippe Villain, mais voilà, celui-là, c'est vraiment un manifeste. On se retrouve, on doit quitter la salle, donc on se retrouve dehors avec Philippe pour les questions que vous avez à lui poser en tête à tête, et puis les dédicaces, les 2 livres sont là, donc Philippe se fera un plaisir de les dédicacer, donc rendez-vous dans la cour. Merci.